Merci à tous les quatre de votre présence. Nous devions avoir avec nous le docteur Marie-Paule Chariot, présidente de la conférence des présidents de CME, de l'hospitalisation privée. Malheureusement, elle ne peut plus se joindre à nous. Vous aurez donc un peu plus de temps pour vous exprimer. Et je voudrais que nous commencions avec vous, Claude Rambaud. Oui, en tant que présidente de France Asso. Oui, il faut vous remettre. Mais justement, je pense que vous avez dû entendre et vivre beaucoup de choses pendant ces 18 mois. Comment est-ce que vous les avez vécues et quelles ont été les remontées les plus importantes ? Les remontées, alors en tant que représentante... Approchez bien le micro de votre menton, s'il vous plaît. Oui, pas trop, parce que ils passent d'un à l'autre. C'est vrai. C'est une question. Ils ne sont pas en cuivre, comme à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, on est tous vaccinés. On est tous... Bon, on va en reparler. Alors, qu'est-ce qui remonte ? En gros, qu'est-ce que l'on dit aujourd'hui dans notre réseau et qu'est-ce qui nous a le plus frappé ? D'abord, les patients que je représente et les associations en partie aussi ont appris de cette crise. Ils ont appris politiquement du système de santé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ils savent aujourd'hui ce que sont les plans blancs. Ouais. La déprogrammation les a touchés profondément. Ils ont appris aussi beaucoup sur l'hygiène. On a beaucoup de mal en France sur la question de l'hygiène, en particulier de l'hygiène des mains. On le sait dans les hôpitaux, mais on le sait aussi dans les maisons. Et je pense que ce qui se passe, notamment dans les écoles avec les enfants, moi je le vois, j'ai des petits-enfants, les Français ont appris aussi sur l'hygiène. Ils ont appris énormément de choses, entre autres. Et puis, qu'est-ce qui nous a frappé aussi pour nous, les associations, par exemple ? Vous avez beaucoup parlé là des coopérations et de ces choses-là. C'est que les coopérations, elles ont bien marché. Nous les avons ressenties comme étant bien marché à partir des remontées du réseau entre les hôpitaux et la médecine de ville. Après, entre les établissements privés et les établissements publics, c'était parfois plus difficile. On l'a beaucoup senti, en particulier dans la première vague. Oui. On a bien senti que là, il y avait du... Mais je ne sais pas, je suis un peu rassurée, quoi. Ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, il a l'air de dire que tout ça va s'arranger et qu'on va progresser là-dessus, évidemment. Et puis aussi, alors, une autre chose très importante chez nous, on a beaucoup, beaucoup appris sur, par exemple, le fait que les plus touchés ont été les patients qui étaient atteints de maladies chroniques, et ceux qui étaient dans la précarité. Et donc là, je pense qu'on a, sur d'autres questions, peut-être on y reviendra, mais la question de la prévention primaire est importante. Alors, il a dit qu'une fois, il a prononcé le mot tout à l'heure, le ministre attendait de voir ce qu'il allait dire dans les perspectives politiques des années qui viennent. Je pense que la prévention primaire est importante. Et là, ça interpelle pas seulement les collectivités territoriales qui sont très impliquées, pas seulement d'autres registres régaliens aussi de l'État qui sont impliqués là-dedans, mais ça interpelle aussi les établissements de santé. On est extrêmement curatif dans les établissements de santé. Quelqu'un vient pour une maladie grave, on va prendre le cancer parce que c'est peut-être l'exemple qui se prête le plus à ce que je vais dire, mais on ne s'interroge pas sur son histoire vraiment, sur pourquoi il en est là. Pourquoi il fait telle maladie ou telle chose, voilà. Donc, je pense que sur la prévention primaire, on a vraiment beaucoup à faire parce que là, franchement, tous ceux qui étaient atteints de maladies chroniques, ils ont vraiment payé très fort, et notamment sur la question du surpoids en France. Mais ça touche pas seulement la France, mais on a vraiment à faire. Vous, en tant que représentante des usagers, qu'est-ce qui vous a le plus manqué ? Est-ce que vous étiez assez bien informée pour faire des retours ? Maintenant, sur le registre des représentants des usagers, évidemment, vous le savez, en tout cas, sur la première vague, et même la deuxième encore, ça a été difficile, c'est qu'on a eu aussi ce sentiment, les patients qui ont eu un sentiment d'abandon à l'occasion des déprogrammations, qui ont eu des ruptures de parcours, et tout à l'heure, je crois que c'est Angèle qui a parfaitement évoqué ces choses-là, donc j'y reviendrai pas dessus, mais nous aussi, nous avons été en rupture avec nos établissements. Moi, je suis dans 2 CDU, pour aller voir un peu sur le terrain si tout ce qu'on cogite, notamment à l'HAS, c'est applicable, si ça correspond bien. J'en suis dans un établissement public et dans un établissement privé. Dans l'établissement public, j'ai été en contact en permanence, mais de ma volonté.
parce que je suis allée. Spontanément, ils ont donc des représentants des usagers au sein de l'établissement, mais on ne fait pas appel à eux, on ne s'en sert pas. Mais vous me parlez de la crise. Oui. Donc, vous savez très bien qu'il y a eu une rupture avec les représentants. On va prendre en commission des usagers, en CDU. Après, il y en a d'autres, des commissions. Voilà, on a tous été un peu sidérés. Donc voilà. Et puis dans l'établissement privé, j'ai pas eu. Ça a été beaucoup plus difficile, mais parce que eux-mêmes est dans une telle situation d'interruption de programme, de suspension d'activité que voilà, c'est. Vous aviez aussi un rôle à jouer, je crois, dans la lutte contre la désinformation au niveau des vaccins, notamment. Voilà, la réinformation. On a essayé de réinformer notre réseau. Toutes les semaines, on a fait des webinaires qui allaient de 500 à 1500 personnes. Notamment, votre directrice y a participé et d'autres personnes qui sont dans la salle sont venues sur nos plateformes. Ça nous a permis de réinformer, d'informer, de réinformer un peu sur ce qui se passait. C'est vrai, c'était aussi notre rôle d'informer. Maintenant, la difficulté a été de l'information au niveau de la vaccination. Et c'est une réussite dans certains établissements. Hier, j'étais dans une CDU d'un établissement privé et j'ai été très heureuse d'apprendre que 100% du personnel était vacciné. Ouais. Bon, et je leur ai dit, mais quelle était votre recette ? Comment vous avez fait pour... Ils m'ont dit, tous nos médecins se sont mobilisés et dans chaque unité, les médecins ont répondu aux questions, ont fait des petites réunions courtes. Mais le personnel, dès qu'ils ont vu venir cette obligation vaccinale, parce qu'on l'a quand même senti qu'elle allait arriver, voilà, ils se sont mobilisés. Donc, il y a des choses comme ça qui marchent. C'est la communication, évidemment, et l'information. Et c'est ce qui est très important. Patrick Chamboredon, je voudrais vous demander, à vous, qui êtes donc président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, comment vont les infirmiers aujourd'hui ? C'est difficile de répondre à une question pareille, mais on a fait plusieurs enquêtes pendant toute la crise sanitaire, pendant le premier confinement, pendant le premier Covid, et on a eu des chiffres qui étaient catastrophiques, puisqu'on a eu 4 infirmiers sur 10 qui disaient qu'ils allaient abandonner la profession. Donc ça, pour nous, les annonces qu'a fait Olivier Véran, même si c'est des annonces qui ont un volet financier sur le Ségur, on porte autre chose, mais on va continuer à le porter, une évolution de notre profession, une évolution du décret d'acte, enfin tout ce qui va permettre de conserver les professionnels en activité le plus longtemps possible, parce que c'est un enjeu majeur, mais c'est un enjeu qui est nécessaire. On s'est rendu compte finalement que les infirmiers, et toutes les tables rondes ce matin, il n'y en a pas eu une, et cet après-midi, où on n'a pas parlé d'infirmiers. Bon, moi j'étais dans la salle, je me suis régalé, mais c'est vrai que d'habitude, c'est pas tout à fait la catégorie socio-professionnelle dont on parle le plus, donc en plus, la semaine dernière, il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui est sorti, et le rapport de la Cour des comptes dit qu'il y a 2 professions, alors les pharmaciens et les infirmiers qui, pendant la crise, ont continué à exercer, qui n'ont pas perdu d'activité, qui même ont augmenté leur activité pendant la totalité de la crise Covid. Donc il y a cette ambivalence avec une activité qui a été soutenue, maintenue, et les infirmiers ont fait face, ont continué à aller voir leurs patients, parce que l'activité qu'a relevé la Cour des comptes, c'est l'activité au domicile, puisque principalement c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la déprogrammation, il y a eu beaucoup de difficultés pour notre profession à assurer la continuité des soins, mais on a réussi à faire face. L'ordre s'est beaucoup mobilisé pour ça, a beaucoup soutenu les professionnels. On a mis en place une ligne, une hotline, de l'information. Ça a été très important parce qu'on a eu des usagers qui saisissaient nos professionnels, qui leur disaient mais vous allez m'amener le virus. Quand on connaissait mal la pathologie initialement, ça a été une confrontation. Les patients ne voulaient plus laisser rentrer les professionnels à leur domicile parce qu'il y avait cette crainte. Donc nous, on a essayé de rassurer, de dire le droit, mais aussi de faire de la pédagogie auprès des professionnels. Et puis les professionnels, quand ils entendent ça, quand même, leur mission, c'est de soigner. Donc il a fallu aussi les soutenir. On a mis un lien avec des psychologues, on a mis une plateforme en lien. Donc on voit que les infirmiers vont mal, sont peut-être un peu désabusés, parce que ça continue, malgré tout, même si Olivier nous dit, bon, tout va mieux et on va vers le mieux, et ça, on veut porter ce message d'espoir. Mais c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'attention pour cette profession qui d'un coup est sortie de l'ombre inopinément et a été applaudie et continue à l'être, à avoir cette valeur. Et les discussions aujourd'hui, l'attention sociale que tu portes la mine sur le personnel, qui est finalement la cheville ouvrière, on continue à maintenir la pression sur justement la sortie des textes et ce qu'a dit Olivier Véran, au-delà du volet du Ségur, du volet financier.
Et qu'est-ce que vous attendez en fait? Vous tirez la sonnette d'alarme, mais ce serait quoi les préconisations? Alors Olivier l'a dit, c'est dommage, Jean-Paul est parti, mais il a dit la coordination, plus de coopération, plus de pratiques avancées, une évolution des métiers, une évolution des périmètres des métiers. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, hein. Ça va chambouler, ça peut chambouler aussi ici, parce qu'on se dit des professionnels avec des nouvelles compétences, peut-être qu'il va falloir les rémunérer plus, peut-être qu'on va arriver sur des niveaux qui ne sont pas attendus actuellement, donc qui ne sont pas inclus dans l'activité, mais c'est aussi une demande de la profession, c'est une demande, tout à l'heure Olivier Véran a parlé de la totalité de la filière, il a parlé des aides-soignants qui ont eu une revalorisation du périmètre de leur métier, qui ont obtenu justement des actes qui viennent de la profession d'infirmier. Donc les infirmiers aspirent à aller plus, les pratiques avancées sont des grands sujets d'avenir là-dessus, puisque ce matin, il me semble que le DG ARS PACA de M. Demester a dit qu'il y allait avoir 10 années très dures pour l'ensemble, que ce soit public-privé. Donc on voit bien qu'il va falloir mettre des nouveaux acteurs disponibles plus rapidement. Mais il faut être intransigeant, je le dis devant les usagers, sur la qualité et la sécurité des soins délivrés. Donc des infirmiers de pratique avancée qui sont formés à la fac par des médecins, hein, pour l'instant, mais qui vont avoir une autonomie supplémentaire par rapport à ce qui existe actuellement. Donc ça, c'est une proposition qu'on fait. Et puis pour le socle commun de l'ensemble des infirmiers, c'est aller plus loin dans leurs compétences socle, de façon à répondre aux besoins de santé, parce que finalement, ce sont vraiment les besoins qui doivent nous guider. Et l'ONDAM, ça a été dit tout à l'heure, chaque année, il est le double de ce qui est prévu initialement. Donc on voit bien que les besoins s'accroissent pas en fonction des professionnels, mais ils sont exprimés par les usagers, et qu'il faut répondre à ces besoins-là. Ces besoins, certes financièrement, mais aussi par les professionnels qui vont être à même de prendre en charge ces besoins et de permettre une satisfaction des usagers, tout au moins sur leurs besoins, et l'accompagnement aussi. Parce que la coordination, c'est aussi du temps passé qui se chiffre pas en actes, mais qui se chiffre en présence, en discussion, en pédagogie, en accompagnement des usagers pour qu'ils vivent le mieux possible leur pathologie. C'est ça le rôle des infirmiers auprès des patients, il a énormément évolué. Vous allez chez eux, il faut répondre à tout. Comment le vivent ça les infirmiers? C'est le pivot en fait. Comment ils le vivent, cette responsabilité? C'est une richesse de la profession, et c'est, je crois, un des axes forts de l'engagement des professionnels infirmiers auprès des patients, parce que de rentrer au domicile d'un patient, de le côtoyer dans son intimité, c'est logique puisqu'on a accès au corps, mais aussi dans son univers familial, dans son univers social, et puis d'ouvrir le frigo, hein, on stocke l'insuline dans le frigo puisque c'est encore la norme. Donc on ouvre le frigo et on voit ce qu'il y a à manger, donc on voit très bien dans quel état évolue et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut aider, donc déclencher des aides aussi avec les institutions, les départements et les régions, de façon à venir en aide et à permettre justement une qualité de vie, et de ce que les soins qui soient prodigués soient efficients par rapport aux besoins. Mais les besoins, ils ne sont pas que des médicaments, ils sont aussi de l'accompagnement, mais aussi peut-être des fois de la nourriture, peut-être aussi quelquefois on a été saisi par des patients, moi je me rappelle, où il y avait un cas de gale phénoménal, et il a fallu reloger les patients qui étaient pris en charge de façon à désinfecter l'appartement. Enfin, donc on voit bien que ça dépasse largement ce cadre uniquement soignant, et ça va vers le médico-social et le psychologique aussi, puisque bon, ça fait partie d'un tout. Donc c'est un métier très riche, très complexe, et qui, avec Parcoursup, on a vu a une forte attractivité. Mais par contre, c'est vrai que les chiffres disent 10 ans études comprises. Donc c'est très cher pour une collectivité, pour nos impôts, de former des infirmiers pendant 3 ans, qui finalement, s'ils ont une activité professionnelle qui ne dure que 7 ans, c'est compliqué. Donc il faut absolument avoir ça dans le scope et permettre, ça a été dit aussi par le ministre Véran, et je crois que tout le monde sera d'accord ici aussi, par des passerelles vers des nouveaux métiers, ou créer des nouveaux métiers, mais qui correspondent, qui ne soient pas éthérés, qui correspondent vraiment à des besoins qui soient exprimés et qui permettent d'accompagner le plus possible. Et les 10 prochaines années vont être très critiques. Tout le monde le sait, et on aura des nouvelles technologies, on va en parler, mais c'est pas ça qui va remplacer, se substituer à l'accompagnement humain, qui est de la relation, et qui va donner du temps. L'humain avant tout. Docteur Fabrice Denis, vous êtes un oncologue, créateur d'applications, on l'a vu, d'applications très utiles pendant cette pandémie. Un mot quand même sur l'épuisement des professionnels, comment vous l'avez vécu ?
C'est clair que pendant les 10 premiers mois, l'épuisement, il n'était pas spécialement visible parce que tout le monde était vraiment en mode survie. Par contre, là, maintenant, on commence à mesurer les choses, et notamment au travers de certains outils numériques pour évaluer le burn-out des soignants. Et on est assez affolé, lorsqu'on lance ce type d'enquête, de voir la proportion de soignants qui a un syndrome dépressif réel, des burn-out aussi, et surtout ceux qui sont en pré-burn-out, c'est-à-dire que d'ici quelques mois vont décompenser s'ils ne sont pas pris en charge. Donc c'est maintenant en fait que les choses commencent vraiment à se ressentir, pas en pleine action, mais là clairement il y a un signal. En tant qu'oncologue, vous avez pu éviter les parcours de rupture de soins. Qu'est-ce qui s'est passé dans les prises en charge ? Ce qui s'est passé en Sarthe, petit département provincial des Pays de Loire, c'est qu'on n'a pas eu de perte en oncologie, en radiothérapie et en chimiothérapie, il n'y a pas eu du tout de baisse d'activité. Alors que dans un autre de nos centres dans l'Est, il y a eu une baisse d'environ 20% les 6 premiers mois. On a une explication possible, c'est pas une certitude, c'est que dans notre établissement, depuis 8 ans, on pratique de la télésurveillance. On a été pionniers là-dedans, et cette télésurveillance et ces téléconsultations, on les a explosées évidemment dès les premières semaines et premiers mois, et on a gardé tous les patients en lien, en les faisant venir au minimum pour faire leur traitement, en les rassurant, mais surtout en évitant des déplacements inutiles quand tout allait bien, mais ils restaient à la maison. Et ça permettait de garder une file active de patients en traitement actif constante, qu'on n'a pas retrouvée dans tous les établissements. Alors, on a pu collaborer, parce que c'est une affaire d'hommes, plus que d'établissement, avec l'hôpital et les hôpitaux de façon très coordonnée. Il n'y a vraiment pas eu de difficulté. La répartition des patients Covid, non Covid, grave, pas grave, c'est faite naturellement, mais parce qu'on est déjà dans une logique de rapprochement, puisqu'on va créer dans 10 mois un établissement commun de cancérologie privé-public. Donc il y avait déjà une dynamique derrière qui a aussi facilité les choses. Je voudrais qu'on poursuive sur cette télésurveillance, et je vais vous donner la parole à vous, professeur Maurras, en tant que psychiatre. Aujourd'hui, c'est vrai que la télémédecine, la télésurveillance ont explosé. Est-ce que, à votre avis, c'est une bonne chose pour la psychologie des patients ? Alors, merci pour la promotion déjà du titre de professeur. Pardon. Je viens de parler, c'est peut-être en connexion. Non, je suis simplement médecin. Bon. Alors, en psy, je ne vais pas répondre à votre question, en fait, Églantine. Parce que ce qui m'a marqué, moi, dans cette journée, c'est qu'on aborde, en fait, le Covid que comme une maladie somatique. Alors, effectivement, la crise initiale, c'était une crise somatique. On a eu affaire à des états de détresse extrêmement importants. L'ensemble des acteurs, donc, ont pris en charge, dont le privé. Mais le Covid, c'est une pathologie à double face. C'est aussi une pathologie du lien. C'est quand même pas rien. C'est une maladie où, quand on rencontre l'autre, quand on mange avec l'autre, quand on l'embrasse, quand on lui serre la main, on peut le tuer. C'est quand même parti comme ça. En plus, cette pathologie, c'est une pathologie où toutes les mesures de protection qui ont été édictées, probablement à juste titre, d'ailleurs, c'est pas une contestation de ces mesures, mais elles ont contribué, elles aussi, à attaquer le lien. Pour gagner des années de vie des patients les plus fragiles, les plus exposés, dont je fais partie. Moi, j'ai des comorbidités très claires qui se voient. Donc, si je prends les référentiels, je suis une personne à risque. Mais pour gagner des années de vie pour une partie des Français, on a emprunté, certains diraient volé, des années de vie à une autre partie de la population. Je pense aux jeunes adultes, aux personnes isolées. Et c'est quelque chose qui a des effets extrêmement délétères. Donc, au niveau psychiatrique, le premier constat qu'on a fait, la question de l'atelier, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? J'ai envie de dire, nous aujourd'hui, rien, parce qu'on est en train de comprendre ce qui se passe au niveau psy. Au départ, on a plutôt une confirmation, et grâce aussi aux associations d'usagers, le ministère nous avait demandé de fermer l'ambulatoire la première semaine, parce qu'on allait avoir des contacts. On a fermé l'ambulatoire, il y a eu des catastrophes au niveau des patients qui ne tenaient que grâce au suivi ambulatoire. Donc, première semaine, on ferme, deuxième semaine, on réouvre complètement. Donc la note inverse. Mais là aussi, ça n'est pas une critique. Franchement, on a tous fait ce qu'on pouvait. Et dans les cellules de crise, tout le monde était vraiment de bonne volonté. Qu'est-ce qu'on a vu comme tableau ? Chez les patients, on a vu des psychotraumatismes. Effectivement, c'est quelque chose qui a choqué. On a vu des situations anxieuses, des réveils anxieux extrêmement importants qu'on a pu gérer. En gros, on a vu quelque chose qu'on connaissait au niveau psychopathologique. Chez les soignants, on a vu la même chose très rapidement
en fin de première vague, on a vu des burn-out et des psychotraumas. On sait aussi traiter, c'est pas facile, mais on sait traiter. On a vu du classique. Après la deuxième vague, que ce soit chez les patients ou chez les soignants, on a vu autre chose. On a vu les effets d'une altération durable du lien social, du lien relationnel et aussi du lien psychique. C'est-à-dire quel sens à ma vie, quel sens à mon inscription sociale, quel sens sont ces contraintes qu'on m'impose. Et là, on a une déstructuration en profondeur d'un certain nombre de fonctionnements psychiques. C'est-à-dire, concrètement ? Concrètement, c'est-à-dire que c'est vous et moi, ce ne sont pas des tableaux psychopathologiques suraigus, donc il n'y aura pas de vague psychiatrique comme certains l'ont prédit, et heureusement. Par contre, on a une lame de fond de réinterrogation existentielle qui sont à la limite entre la psychiatrie et le champ de la santé mentale, donc qui sont complètement d'ailleurs dans les compétences de la psychiatrie privée, qu'elle soit hospitalière et libérale, parce qu'on est effectivement au plus près de la première ligne, et qui concernent la façon dont on a d'appréhender notre propre vie. Et pour ça, les liens primaires, je souligne aussi ce qu'a dit mon collègue infirmier, les liens primaires, c'est-à-dire cette capacité à soigner par ce qu'on est, parce que l'infirmier, il est soignant par ce qu'il fait, par l'acte technique, mais aussi par son psychisme qu'il prête. Il est en lui-même. Lui, en tant que personne, il est l'outil du soin, comme nous tous soignants. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin tous de se poser pour réinterroger quelle place on donne à la pulsion de vie, jusqu'où on la défend, qu'est-ce qui est aussi mortifère dans ce qui se passe, parce que les mesures aujourd'hui de restriction, par exemple, et c'est pas un débat politique, c'est vraiment un débat de psychodynamique, hein. Les mesures de restriction, elles sont portées par une pulsion de vie. Mais je vais être moins moderne que le docteur Elbod qui a parlé tout à l'heure, mais la pulsion de vie, on sait très bien depuis très longtemps, depuis Freud, que quand elle se répète à l'identique, quand elle se stéréotypise, elle devient une pulsion de mort. Et aujourd'hui, on est quand même un petit peu dans ça. On est face à une communauté politique, de mon point de vue, hein, qui est aussi nous, qui avons du mal à nous déprimer. On a plutôt tendance à se remettre dans l'action. Alors que je pense qu'on a besoin de digérer les effets d'après-coup de ce qui nous est arrivé. Et il faudrait faire comment, en fait ? Tout mettre à l'arrêt pour laisser ce temps de digestion ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des réponses individuelles, il y a des réponses collectives, sociales et culturelles. Alors, individuelles, c'est effectivement tous se poser, et on le fait, tous actuellement, enfin, tous, presque tous. Qu'est-ce que je cherche dans mon métier ? Pourquoi je fais ce métier ? D'où la crise soignante majeure qui est en train d'opérer, mais pas que soignante. Pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, quand on voit ce qui s'est passé dans les restaurants cet été, où il y avait la moitié des serveurs par rapport à l'année dernière, où on cherchait du personnel de partout, il y a une crise existentielle généralisée. Ils ont compris qu'ils pouvaient peut-être vivre autrement qu'en travaillant comme des fous. Hypothèse positive, Églantine. Mais l'hypothèse moins positive, c'est que parfois on échappe à des états dépressifs par des passages à l'acte. Et quitter son emploi, moi ça ne m'inquiète pas qu'un infirmier, qu'une infirmière, qu'un médecin arrête son travail s'il a bien réfléchi, si ça a un sens pour lui. Mais effectivement, une fois sur deux, c'est un acting, c'est-à-dire c'est le seul moyen qu'a trouvé le psychisme de la personne pour échapper à un état de détresse. Mais en changeant de pièce, on part avec la problématique. En changeant de métier, on part avec la problématique. Donc, il faut qu'on se pose la question individuellement, il faut qu'on se la pose collectivement. Je crois que c'est important qu'il y ait des groupes de parole, par exemple dans les entreprises, dans les hôpitaux, simplement pour partager ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé. Ça ne se fait pas aujourd'hui, ces groupes de parole dans les hôpitaux ? Docteur Pas spécialement, hein. Il n'y a pas vraiment de groupe de parole pour les soignants. L'endroit, théoriquement, pour discuter, c'est surtout avec son DRH. Il n'y a pas, de façon très systématique, on va dire, dans les établissements, ces groupes de parole, mais il n'y a pas non plus de dépistage de burn-out ou de pré-burn-out, alors que ça devrait être obligatoire, généralisé, parce que si on attend effectivement que les personnes passent à l'acte en changeant de métier, voire en entrant dans des syndromes dépressifs, c'est un peu tard. Il y avait d'ailleurs une réaction tout à l'heure sur une autre table ronde où quelqu'un posait la question de pourquoi n'y a-t-il pas au sein des hôpitaux des lieux, cellules de crise pour soulager justement les soignants pour qu'ils puissent aller s'exprimer. C'est une bonne question, et en posant la question en off à plusieurs directeurs d'hôpitaux, il y en a beaucoup qui ne veulent pas spécialement savoir et connaître l'incidence des problèmes, on va dire, psychologiques induits par la crise.
parce que ils ont peur que les gens partent plus facilement ou soient demandeurs de solutions. Et il y a un vrai problème de culture aussi là-dessus. On ne veut pas aller essayer de détecter le problème pour ne pas voir le régler. Monsieur Chamboredon, vous vouliez ajouter quelque chose ? A priori, ça existe quelquefois d'avoir des groupes de parole. Nous, en tant qu'ordre, on écoute les professionnels et on essaye de partager avec eux justement ces sujets-là. Mais chacun a des béquilles dans la vie. Après, il faut savoir où on les range quand on va vers d'autres cieux. Donc, est-ce qu'on est soignant par hasard ? Enfin, docteur, je suis pas psychiatre, mais je pense qu'on a tous des choses à régler et qu'on vit avec ça. Et qu'en allant soigner l'autre, effectivement, on y met de soi. Et c'est cette relation aussi qui nous intéresse. Donc, moi, je suis pas médecin, encore une fois, mais en tout cas, il faut aller de l'avant. Je pense que c'est pas possible quand on a choisi un métier, qu'on a consenti d'y travailler pendant 10 ans, d'y consacrer sa vie et de bâtir sa vie dessus. Pour maintenir les gens dans l'emploi, je pense qu'il faut leur proposer un horizon différent. Un horizon qui va permettre d'évoluer, aller vers d'autres cieux, aller vers d'autres métiers aussi, parce que c'est aussi ça que nous on propose en tant qu'ordre. Moi, je pense que la mine et tous les représentants qui sont ici ont une attention toute particulière pour le volet social. Il y a des moyens financiers, il y a des groupes de parole, il peut y avoir autre chose aussi, et qu'au sein de l'entreprise, moi j'ai souvent discuté avec la mine sur ce sujet-là, de la question de l'apprentissage, de promouvoir des gens en interne, de les amener à une certaine professionnalité. Je crois que ça fait partie des horizons qu'on peut porter. Après, les béquilles, on sait où on les a laissées et on retourne dans le placard les chercher quand on en a besoin de nouveau. Mais d'avancer, ça permet aussi, peut-être pas d'occulter complètement ce qui nous dérange, mais ça permet de continuer à pas donner le change, mais à avoir un horizon et à avancer. Alors, il ne s'agit surtout pas de s'arrêter. Voilà. C'est de prendre du temps pour réfléchir aussi à ce qui s'est passé. Parce que quand il vous demandait est-ce que ça existe dans les hôpitaux, ça a existé. Tous les temps interstitiels où l'équipe prenait le café ensemble, où il y avait des petites discussions dans les couloirs, etc., étaient des temps d'élaboration commune, de soutien collectif psychique qui permettait de digérer cette confrontation permanente à l'angoisse et à la mort. Ces petits espaces, ils ont eu tendance, les 15 dernières années, à disparaître parce qu'on a tendu les dispositifs, ce qui est une façon financière, pour être très clair. Bien sûr. Et la crise, elle est venue mettre un focus sur la disparition de tous ces temps. Et donc, on a eu des soignants, effectivement, qui ont craqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller les récupérer, ceux-là. Il ne faut surtout pas les laisser abandonner sans un accompagnement. Il ne faut pas les abandonner. Et puis, je voudrais quand même qu'on termine cette table ronde sur la télémédecine, parce qu'on a constaté donc les effets psychiques de cette crise, de la mise à distance de tout le monde, du manque d'humain. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de télémédecine. C'est encore une distance entre le soignant et le patient. Je peux vous poser la question à vous, Claude Rambaud. Est-ce que les patients, les usagers sont demandeurs de télémédecine ou est-ce qu'ils en ont peur ? Excusez-moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Allez-y. Laurent tout à l'heure. Nous avons eu beaucoup de demandes de patients à partir du réseau, toujours des associations qui nous faisaient remonter. Et nous avons dû organiser un webinaire sur le sommeil, parce que les gens avaient perdu le sommeil, ils ne savaient plus. Voilà. Et puis on en a organisé un autre sur ce qu'on appelle le syndrome de la cabane. C'est-à-dire que les gens ne voulaient plus sortir de chez eux, ils ne voulaient plus aller, etc. C'est très, très, très vrai. Donc, on a fait venir effectivement des professionnels qui sont venus répondre à leurs questions. Alors, sur le numérique, oui, de toute façon, nous sommes très engagés dans le numérique. Madame Le Tourneau, là, ici, le sait, dans le Health Data Hub notamment. Mais aussi, nous sommes très engagés. J'ai été très heureuse d'entendre parler d'interopérabilité par 2 fois tout à l'heure, notamment par le ministre, parce que je suis auditionnée dans 2 jours au niveau du Parlement sur une question, et j'avais vraiment l'intention d'en parler. Quand est-ce qu'on va améliorer la question de l'interopérabilité ? Parce qu'on souffre beaucoup sur les dossiers de patients, sur les connexions qui sont absolument nécessaires, la transmission des informations, surtout aujourd'hui, où on a notamment dans les GHT, même à l'intérieur même des groupements hospitaliers. Alors là, je parle du public, parce que ces GHT, nous n'y étions pas favorables, mais enfin, ils sont quand même arrivés par la force.
et à marche forcée, on peut même dire, il n'y a pas d'interopérabilité entre les établissements. Donc nous attendons ça parce que ça va considérablement améliorer. Là, je vais reprendre les propos d'Angèle sur les questions de qualité, de sécurité des patients. C'est extrêmement important d'avoir des systèmes d'information qui fassent remonter les choses, qui permettent de voir, qui permettent de prévenir. Et puis, alors sur le numérique pendant la crise, certainement beaucoup d'entre nous ici l'ont vécu. Moi, je l'ai vécu avec quelqu'un de proche de ma famille que j'ai dû prendre en charge, qui avait plus de 40 de fièvre, qui a été vraiment très très mal. Et pas possible d'avoir un médecin. Et tout s'est passé en visio. En visio. C'est sûr que... Alors, je ne vais pas dire que la visio va remplacer le médecin et je ne vais pas dire que ça va remplacer le contact. On a bien entendu alors, tout à l'heure. C'est la question. C'est-à-dire que ça nous a sauvés aussi pendant la crise. On a été bien contents de pouvoir consulter nos médecins en visio. Ça s'est très bien passé. Il y avait un point tous les jours qui était fait par le médecin lui-même qui avait pris en charge, puisque ça se répartit ensuite. Appelé. Il était convenu que j'envoyais un texto s'il n'avait pas besoin d'appeler parce que tout se passait bien. Enfin, c'était vraiment très facile. Tout le monde peut accéder, et c'était pas avec un ordinateur, c'était avec un téléphone, tout simplement. Alors, est-ce que c'est souhaitable de continuer la télémédecine à l'avenir, docteur Fabrice Denis ? Ça va être plus que souhaitable, en tout cas dans le domaine de la télésurveillance, puisque en oncologie, la télésurveillance va devenir un standard au printemps prochain, puisqu'on est en train de terminer la rédaction des recommandations internationales sur la télésurveillance. Donc, après 8 études randomisées positives en cancérologie qui montrent que ça améliore la qualité de vie des patients, la survie, etc., il va y avoir des recommandations pour que les oncologues proposent cette télésurveillance à la majorité de leurs patients. Donc oui, de fait, scientifiquement, ça doit rentrer parce que ça a montré ses preuves en oncologie. Après, il y a un dossier sur le financement. Il faut ouvrir le financement au travers de remboursements à des éditeurs, à des solutions pour pouvoir les fournir aux patients. Il faut aussi financer les établissements pour qu'ils s'organisent pour faire cette télésurveillance, avec une infirmière de coordination. Enfin, il y a une organisation nécessaire. Et puis, il y a aussi les actes infirmiers, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est la fracture numérique. On la connaissait virtuellement, mais là, elle n'était pas virtuelle du tout. L'idée de créer, par exemple, un acte infirmier de télésurveillance où un infirmier passe à domicile d'un patient fragile et non connecté pour remplir avec lui une grille de symptômes pour le suivi de sa pathologie, ce serait extraordinaire. En plus, on sait que ça fonctionne sur le plan médical. C'est un acte à créer. C'est quelque chose qui, dans quelques années, va nous paraître évident, que l'infirmier passe à domicile avec une tablette et remplisse des critères et des symptômes qui soient envoyés à l'équipe soignante. Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est clairement quelque chose qu'il faut lancer. Parce qu'on a tout maintenant, on sait exactement scientifiquement que ça fonctionne, comment on doit s'organiser. Bon, maintenant, il faut effectivement créer les actes et ouvrir au remboursement des outils. Alors, Monsieur Chamboredon, ce sont des actes que les infirmiers cautionnent, ça leur irait, ça, comme... Alors, moi je plus sois quand un médecin dit que les infirmiers, c'est super important dans le système, donc je ne peux que souscrire à ça. Je vais revenir quand même sur la philosophie qui est portée par l'ANS et par Laura qui est là aujourd'hui. Clairement, c'est quelque chose d'indispensable, il ne faut pas perdre la confiance. C'est vrai qu'on est souvent le médiateur technologique avec l'usager, puisque les patients pris en charge à domicile subissent la fracture numérique de plein fouet, et donc c'est plutôt l'infirmier qui va faire. Mais il faut vraiment la sécurité. C'est vraiment cet axe-là qui est vraiment porté par l'ANS actuellement, et qu'il faut absolument qu'on arrive à maintenir des échanges sécurisés avec un DMP sécurisé pour qu'il n'y ait pas de fuite et qu'on ne se retrouve pas face à des catastrophes industrielles et que nos données soient sécurisées. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Peut-être juste sur le champ psychiatrique. On a été les plus résistants, clairement, à la dématérialisation du soin. La crise nous a fait gagner 10 ans, parce qu'on a été forcé, effectivement, de jour au lendemain à tout dématérialiser. Ça permet de limiter les perdus de vue. Maintenant, il faut transformer l'essai. Et pour ça, il faut une évolution réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, on est prêts, nous, à transformer. Les patients, au départ, à 85%, on voulait poursuivre. À la deuxième vague, ils étaient 50%, mais le 50% reste. Il y a quand même un patient sur deux qui va en bénéficier. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de vos interventions. Je vais vous laisser regagner la salle et j'invite Lamine à conclure cette journée. Merci Églantine. Tout d'abord, saluer la présence de François Blanche